Monsieur le député, monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames, messieurs, chères Montignacoises, chers Montignacois, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 18e cérémonie des vœux, un moment toujours particulier dans la vie d'une commune. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence, nombreuse ce soir. Merci également aux élus, aux agents municipaux, aux associations, aux commerçants, aux forces vives de notre territoire. Votre engagement et votre confiance sont le moteur essentiel de notre action. Avant d'entrer dans le cœur de cette soirée, je souhaite préciser un point important. Nous sommes à quelques semaines des élections municipales et comme le veut la tradition républicaine, mais aussi par respect pour chaque électeur, je n'aborderai pas ce soir les projets futurs, ni les perspectives qui relèvent du prochain mandat. Je me limiterai donc aux actions engagées, aux réalisations concrètes et aux chantiers déjà lancés. Ceux qui relèvent strictement de l'exercice en cours et qui doivent naturellement se poursuivre. Cette réserve n'est pas une contrainte, mais une exigence de neutralité, de transparence, de respect du débat démocratique. Elle garantit que cette cérémonie reste ce qu'elle doit être, un moment de rassemblement, un moment dédié à notre tissu associatif, un moment d'information factuelle et non un temps de campagne. Je vous ai, comme d'habitude, préparé une petite rétrospective qui retrace la vie montignacoise en 2025. Nous ne pouvons pas évoquer chaque événement, tant ils sont nombreux. Montignac, contrairement à ce qu'affirme une petite minorité, n'est pas une ville morte. Bien au contraire, c'est même ce qui, sans aucun doute, la différencie réellement d'autres communes de taille identique. Montignac est à la fois une ville iconique, symbole de la rupestre, une ville animée par un tissu associatif important et dynamique, une ville sportive avec une multitude de clubs et d'écoles pour nos plus jeunes futurs champions, une ville où il fait bon vivre, et enfin, une ville qui ne se laisse pas entraîner dans les rivalités ou les guerres de clans, ce qui est particulièrement appréciable dans un monde devenu de plus en plus brutal. Place maintenant à la rétrospective de l'année 2025. Cette année, nous avons choisi de manière simple et symbolique de retracer les moments qui ont marqué notre commune. Un voyage en 12 étapes, une pour chaque mois écoulé. Plutôt que de multiplier les chiffres ou les discours, nous avons voulu laisser parler les images. Elles capturent mieux que des mots l'énergie, la diversité et la vitalité de Montignac-Lascaux. Chaque mois, une scène de vie, un événement, un sourire, un instant partagé. Ces images ne prétendent pas tout montrer, mais elles racontent l'essentiel. Ce qui nous rassemble, ce que nous construisons ensemble et ce qui fait l'identité de notre commune. À travers ces 12 images, une par mois, nous vous proposons de revivre une année entière de vie montignacoise. 12 mois faits d'événements, de rencontres, de projets et surtout de moments partagés qui racontent ce que nous sommes. Une commune vivante, solidaire et tournée vers l'avenir. En janvier
L'année s'ouvre sous le signe des vœux, des retrouvailles et de la convivialité. La nuit de la lecture a donné le ton en transformant la bibliothèque en un lieu vivant et chaleureux, animé par des équipes municipales toujours heureuses d'accueillir le public. L'hiver est aussi l'occasion de profiter du cinéma, dont la programmation variée rassemble familles et passionnés autour du plaisir du grand écran. Avec le Chaudron, les premiers spectacles de l'année offrent des moments de culture et d'émotion au cœur de la ville. Montignac-Lascaux affirme ainsi son identité, une ville où les équipements culturels vibrent, s'animent et rapprochent les habitants. Février poursuit cet élan, porté par la vitalité de nos associations et par les activités qui animent la ville malgré l'hiver. Gym douce, ateliers mémoire, sorties culturelles, moments conviviaux et rencontres intergénérationnelles offrent à la population des instants chaleureux. Une programmation culturelle riche et variée vient compléter ces rendez-vous, permettant à chacun de trouver des propositions à son goût. Le 9 mars, la fête de l'arbre, organisée avec l'UGR, a réuni les enfants, les familles et les bénévoles autour d'un moment fort de sensibilisation à la nature. Le 9 mars 2025, c'est aussi la fête de l'arbre qui donne à nos jardiniers l'envie des premiers semis et des premières plantations, annonçant le retour du printemps et le plaisir de travailler la terre. Plantation, découverte de l'environnement, gestes éco-citoyens, cette journée a permis de transmettre aux plus jeunes le goût du vivant et l'importance de préserver notre cadre de vie. Un bel instant de partage, simple et essentiel, qui illustre l'engagement de Montignac-Lascaux pour l'éducation à l'environnement. Avril apporte le printemps et, avec lui, le plaisir de se retrouver dehors, autour d'animations, de sorties et de moments simples. Les premiers touristes reviennent à Montignac-Lascaux, redonnant vie aux rues et aux bords de Vézère. C'est aussi le temps du retour des grands rendez-vous sportifs, culturels et associatifs qui animent notre territoire et marquent le début d'une saison pleine d'énergie et de rencontres. Les rencontres photographiques Clic-Clac, Montignac-Lascaux, organisées début mai, sont devenues au fil des années un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'images. Portée par l'amicale laïque du Montignacois et son atelier photo numérique, elle célèbre cette année 10 ans d'existence, 10 ans d'évolution, d'enthousiasme et de fidélité du public. Au fil du temps, l'événement s'est étoffé et attire désormais aussi bien les photographes confirmés que les amateurs curieux. Clic-Clac, c'est enfin un temps fort pour Montignac-Lascaux, un événement qui fait vivre la culture, qui rassemble, qui ouvre les horizons et qui met en lumière la créativité de notre territoire. Juin, c'est le mois des fêtes, des rencontres, des sourires partagés en plein air. Avec l'arrivée des beaux jours, la ville s'anime, les terrasses se remplissent et les moments conviviaux se multiplient. Cette année encore, la fête de la musique a été un véritable succès. Musiciens amateurs et artistes confirmés ont fait vibrer les rues. Les habitants se sont retrouvés pour chanter, danser, écouter, simplement profiter. Une soirée lumineuse, joyeuse, où toutes les générations se sont mêlées pour célébrer ensemble le plaisir de la musique et l'énergie de Montignac-Lascaux. Le Handballito 2025 a été un véritable succès, réunissant 59 équipes et 3
catégories pour 2 journées intenses et inoubliables sur les terrains du Bleu-Fond. Cette 4e édition, portée par l'énergie des clubs, des jeunes joueurs, des coachs, des parents et des arbitres, a une nouvelle fois démontré la force du handball et l'engagement de toute la communauté sportive. Le tournoi a pu compter sur le soutien de plus de 40 partenaires et sur la présence des élus. Chaque été, Montignac-Lascaux vit au rythme du festival Culture au cœur, véritable temps fort de l'année et rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aiment la musique, la danse et les traditions du monde. Depuis plus de 40 ans, ce festival fait battre le cœur de notre commune au son des cultures venues des 5 continents. Il transforme la ville en un espace de rencontre, de découverte et d'émotions partagées. Pendant une semaine, les rues, les places, les salles et les bords de Vézère deviennent le théâtre d'un voyage unique. Les groupes internationaux apportent avec eux leurs couleurs, leurs voix, leurs instruments, leurs histoires. Culture au cœur, c'est aussi un festival profondément ancré dans la vie locale. Les habitants, les bénévoles, les associations et les commerçants participent à cette dynamique collective qui fait la force de l'événement. Année après année, le festival s'est imposé comme un marqueur culturel majeur, un moment attendu, préparé, célébré. Il attire un public fidèle, venu de toute la région et bien au-delà, et contribue au rayonnement de notre commune. Pour beaucoup, Culture au cœur n'est pas seulement un événement, c'est une expérience, un souvenir, un rendez-vous que l'on ne manquerait pour rien au monde. En août, Montignac-Lascaux vit pleinement au rythme de l'été. Les rues s'animent, les terrasses se remplissent et la ville accueille chaque jour de nouveaux visiteurs venus découvrir notre territoire. Les lundis de bienvenue participent à cette dynamique. Des soirées conviviales, ouvertes à tous, où habitants, touristes et acteurs locaux se rencontrent, échangent et partagent un moment simple et chaleureux. Août, c'est aussi le mois du festival Visara, un événement jeune mais déjà incontournable qui met en lumière la création contemporaine, les arts numériques et les nouvelles formes d'expression. Installations immersives, performances, projections, rencontres artistiques. Entre tradition d'accueil et innovation artistique, le mois d'août offre ainsi un équilibre unique, celui d'une commune qui sait recevoir, surprendre et créer, tout en restant fidèle à son identité. En septembre, la rentrée sportive et associative rassemble toutes les générations autour de nos clubs et de nos bénévoles. 2 journées sportives ont marqué ce début d'année. D'abord, plus de 200 élèves du collège Yvon Delbos et de l'école Simone Veil ont découvert les nombreuses disciplines proposées à Montignac-Lascaux, avec une nouveauté appréciée, la présence du service des sports du département, du comité handisport et du comité des sports adaptés. Octobre met en lumière la richesse de notre vie culturelle et les initiatives locales. La saison estivale s'est refermée, laissant derrière elle les grands rendez-vous de l'été et l'effervescence touristique. Avec l'automne, Montignac-Lascaux retrouve un rythme plus doux, propice à la découverte de notre patrimoine. Des ruelles du centre ancien au bord de Vézère, des vestiges médiévaux aux sites préhistoriques mondialement connus, la ville révèle une profondeur historique unique. Les visites, conférences, expositions et animations patrimoniales permettent de redécouvrir ce qui fait l'âme de Montignac-Lascaux, un territoire où chaque pierre, chaque paysage, chaque lieu raconte une histoire.
Octobre devient ainsi un mois de valorisation, de mémoire et de partage, où la culture et le patrimoine se répondent pour rappeler la richesse et la singularité de notre commune. Par le langage sensible des images et des sons, le Festival du film documentaire poursuit sa mission: rapprocher l'homme de la nature et contribuer à sa manière à la sauvegarde des richesses de notre planète. Chaque édition est une invitation à regarder autrement, à comprendre, à s'émouvoir et à agir. Pour sa 16e édition, du 27 au 30 novembre 2025, le festival nous entraîne au cœur d'un univers fascinant, les océans. Un thème puissant qui ouvre un horizon de découverte et de questionnement. L'an dernier, le festival a été honoré à l'UNESCO à Paris en recevant le prix Trophée Réserve de Biosphère. Cette année, il obtient le label La Mer en commun, qui distingue les initiatives œuvrant à faire connaître l'univers marin, à sensibiliser aux enjeux maritimes et à encourager l'envie d'agir pour l'océan. Décembre referme l'année avec la magie des fêtes, les traditions et la fierté du chemin parcouru ensemble. Les lumières illuminent la ville, les moments partagés se multiplient et Montignac-Lascaux retrouve cette atmosphère douce et festive qui annonce les retrouvailles et la convivialité. C'est aussi le mois de l'ouverture du marché aux truffes, rendez-vous incontournable pour les gourmets et les amoureux de notre terroir. Les producteurs y présentent leurs plus beaux diamants noirs, symbole d'excellence gastronomique et de savoir-faire local. Entre parfums divers, recettes traditionnelles et découvertes culinaires, décembre célèbre la richesse de notre table et l'art de vivre périgourdin. Un mois où la ville se rassemble, savoure, transmet et prépare déjà avec enthousiasme l'année à venir. Ces images ne sont qu'un aperçu, mais elles témoignent de l'essentiel. Montignac-Lascaux est une commune qui avance, qui crée, qui rassemble. Une commune où chacun, à sa manière, contribue à faire vivre notre territoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année écoulée a été riche en projets, en réalisations et en engagement collectif. Je souhaite revenir avec vous également sur d'autres événements qui ont eu lieu. En 2025, l'école Simone Veil et l'EHPAD Eugène de Roy ont mené un magnifique projet intergénérationnel dans le cadre du dispositif Des paroles en l'air, porté par l'artiste Kevin Castavien et soutenu par l'agence culturelle départementale et le centre culturel de Montignac-le Chaudron. Pendant plusieurs ateliers, enfants et résidents ont partagé leurs histoires, leurs idées, leurs émotions, donnant naissance à 3 chansons et à un film qui retrace cette aventure humaine et créative. Nous allons maintenant visionner, c'est très court, un petit clip d'une des chansons, témoignage sensible de cette rencontre entre générations. Tous pareils, on est tous pareils.
Et vous pouvez les applaudir. Ces artistes en herbe jeunes et moins jeunes. Le 14 juin, notre commune est devenue ville ambassadrice du don d'organes. C'est un engagement fort, profondément humain, qui nous honore. Je veux remercier chaleureusement Annie Tuiras et Nadia Teillac qui sont à l'origine de cette démarche. Leur détermination, leur sens du collectif et leur capacité à mobiliser ont permis de franchir cette étape symbolique et essentielle. Il vous appartient maintenant à vous tous et à vous toutes de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de préciser à votre entourage et de l'écrire, c'est encore mieux, et d'avoir sur vous que vous êtes bien donneur d'organes. Si vous le désirez, je vous invite tous à le faire. Je souhaite également saluer le dynamisme de l'association des donneurs de sang. Un grand merci aux nombreux donneurs, fidèles et nouveaux. Alors vous avez les chiffres à l'écran, 750 donneurs pour 2025, 3% d'augmentation, 57 nouveaux donneurs, 7% d'augmentation et surtout un record de collecte pour la journée mondiale du don de sang qui s'est tenue ici à Montignac. Merci donc aux bénévoles fidèles et nouveaux, aux membres du conseil d'administration pour leur engagement constant. Grâce à vous, la solidarité n'est pas un mot, c'est une réalité vécue au quotidien. Le 5 juillet 2025, près de 2 ans de travaux, nous avons inauguré la nouvelle avenue Jean Jaurès. Ce chantier était indispensable. Il a permis de refaire entièrement les réseaux d'assainissement et d'eau, dans un premier temps, de redimensionner les canalisations permettant aux douarans de traverser la route, la 704, de tripler la capacité d'écoulement du ruisseau et en parallèle de nettoyer le lit du cours d'eau. Je vous rappelle que grâce à ces interventions, nous avons supprimé les inondations récurrentes qui touchaient quelques habitations dans cette avenue et qui étaient vraiment problématiques au fur et à mesure du temps que les ruisseaux se bouchaient. Nous avions de plus en plus de débordements de ce petit ruisseau. C'est une chose qui est réparée maintenant. Merci aussi au préfet et au service de la police de l'eau qui nous ont donné les autorisations nécessaires pour le faire. Merci aux entreprises qui ont travaillé pour rendre le résultat que vous avez tous connu. Je crois qu'on a aujourd'hui une très très belle avenue, une entrée de Montignac digne de ce nom. Et surtout, c'est un gain majeur en sécurité, en confort, en qualité de vie et en gestion environnementale, puisque l'ensemble des surfaces permettent à l'eau de s'écouler. Le 6 septembre, lors de la fête du sport et des associations, nous avons inauguré le terrain de foot 5. Cet équipement, c'est un investissement de 200 000 € qui a été réalisé grâce au soutien de la Fédération française de football, grâce au ministère des Sports qui nous a alloué un crédit, et enfin, une subvention, pardon, et enfin à la communauté de communes. Ce terrain est déjà devenu un lieu de rencontre, de pratique sportive et de convivialité pour nos jeunes et pour nos moins jeunes. Au niveau, le 2 octobre, pardon, le syndicat mixte Bassin Valais-Vézère Dordogne a inauguré, le syndicat Valais-Vézère, couramment appelé, a inauguré ces nouveaux locaux qui se trouvent au rond-point du Chambon, qui sont beaucoup plus acceptables pour eux, ils sont mieux placés et très pratiques pour leurs interventions quotidiennes. Une implantation donc, qui renforce la présence des services publics sur notre territoire et qui facilite bien évidemment leur action. Le 4 octobre, nous avons célébré les 40 ans de notre bibliothèque municipale. À cette occasion, elle a changé de nom pour devenir la bibliothèque Jacques Cabanel. Ce choix n'est pas anodin. Il rend hommage à une figure qui a marqué notre territoire et il inscrit Jacques Cabanel sur le front de cet équipement municipal. Jacques Cabanel était animé par une conviction forte
La culture n'est pas un privilège, mais un outil d'émancipation, un levier d'ouverture et de progrès pour tous. Il a œuvré sans relâche pour que chacun puisse y accéder. Honorer son nom aujourd'hui, c'est reconnaître l'héritage qu'il nous a laissé et affirmer notre volonté de poursuite avec la même exigence, la même ambition sur le chemin qu'il a tracé. Vous pouvez applaudir effectivement sur l'instant. En matière de sobriété énergétique, nous poursuivons l'effort engagé sur l'éclairage public, notamment avec le passage progressif au LED. À ce titre, nous sommes la commune la plus avancée sur ce projet, avec déjà 38% de LED qui sont en service. On a des petits chiffres qui sont là, qui sont parlants. Vous avez chaque année la consommation. Nous étions, alors j'arrive pas à lire la date, mais en 2015, voilà, nous étions à 368 519 kW consommés. Nous sommes revenus aujourd'hui à une consommation de 226 885 kW. Je voudrais remercier pour cela le travail qui a été fait par mon conseiller délégué Bernard Lefebvre, qui nous a permis de faire de grosses économies au niveau municipal. Cette forte consommation, quand on connaît l'augmentation qu'a subi les tarifs de l'énergie, on sait le résultat que l'on peut obtenir avec un tel changement. Merci, Jacques a également œuvré pour que nous puissions avoir en avance ces ampoules LED qui consomment vraiment beaucoup moins, et nous sommes très heureux donc de pouvoir présenter ces chiffres-là aujourd'hui. Nous prévoyons, oui, vous pouvez les applaudir aussi. Vous allez applaudir souvent. Nous prévoyons également de poursuivre l'installation des bornes de recharge électrique en centre-ville. Vous savez que la voiture électrique, c'est un moyen de locomotion de plus en plus utilisé. Le centre-ville en était dépourvu. On va peu à peu en installer. Et enfin, en fin d'année 2025, nous avons entrepris plusieurs travaux qui ont dû d'ailleurs pour une partie être reportés à 2026 parce qu'il y a eu des contraintes météorologiques qui n'ont pas été favorables, une indisponibilité également des entreprises qui étaient retenues. Alors c'est une disponibilité temporelle, des difficultés de planning, mais aujourd'hui le chantier des trottoirs reliant le collège à la zone commerciale des Rives est bien avancé. Il n'est pas fini, pour certains pensaient qu'il est fini, il n'est pas fini. Il reste encore le goudronnage à réaliser, ça devrait se faire dès que les beaux jours seront là. On ne goudronne pas en période hivernale. On va attendre les rayons du soleil et leur retour au printemps pour le réaliser. Cet aménagement répond à un enjeu essentiel de sécurité, la sécurité des piétons, sur un axe particulièrement fréquenté entre le centre-ville et la zone commerciale. Nous avions également prévu la création d'un cheminement piéton sécurisé jusqu'à la résidence-service. Là encore, les conditions météo ne nous ont pas permis de le réaliser pour le moment, mais ces travaux devraient démarrer dans les prochaines semaines. Cet ensemble d'aménagements vise un objectif clair, rendre plus sûr et plus agréable un secteur très emprunté par les habitants, les familles et les jeunes, notamment à la sortie du collège. Il était donc important que nous puissions réaliser celui-ci et qu'il soit mis en place rapidement. Par décision conjointe de la commune, de la communauté de communes et du SICTOM, la déchetterie ne sera pas déplacée. Elle fera l'objet d'une extension et d'une mise aux normes afin de mieux répondre aux besoins du territoire. Le permis d'aménager devrait être déposé dans les prochaines semaines et je profite également de vous rappeler l'existence de la recyclerie de pied à l'étrier qui, avec 7 emplois permanents, valorise une grande partie des objets déposés et qui permet de réduire significativement les déchets. Les bonnes nouvelles pour la santé. Ça, c'est assez rare par les temps qui courent.
De nombreuses communes autour de Montignac bénéficiaient jusqu'ici d'un classement par l'ARS en ZIP ou en ZAP. Vous avez les explications de la ZIP et de la ZAP sur le côté de la diapositive, ce qui leur permettait d'attirer beaucoup plus facilement des médecins, avec à la clé une prime pouvant atteindre 30 000 €, en plus de l'exonération d'impôts. La commune de Montignac, elle, n'était pas du tout dans cette situation. La commune était considérée comme suffisamment dotée par l'ARS, selon leurs critères, malgré une réalité locale bien plus tendue. Effectivement, nous avions un nombre suffisant de médecins par rapport à leur ratio, bien que ceux-ci aient tous à peu près le même âge et s'approchent dangereusement de l'âge de la retraite. Cela explique très clairement pourquoi des communes comme Salignac ou la Bachellerie ont pu installer de nouveaux praticiens ces dernières années. Il est évident qu'avec une prime de 30 000 €, on ne vient pas s'installer à Montignac, on préfère aller juste sur les communes environnantes. On aura de toute façon la clientèle de Montignac qui s'y rendra. Depuis le 1er janvier 2026, l'Agence régionale de santé a revu son zonage, notamment grâce aux interventions déterminantes des élus du département. L'ensemble du Périgord noir est désormais classé en zone sous-dense. Ce nouveau classement constitue une avancée majeure. Il ouvre enfin l'accès à des aides financières attractives pour les professionnels de santé qui souhaitent s'installer sur l'ensemble de notre territoire, Montignac y compris. C'est une opportunité réelle pour renforcer durablement l'offre de soins à Montignac et dans tout le secteur. Pour continuer sur cette première bonne nouvelle, une seconde. Un permis de construire est actuellement à l'instruction pour l'implantation d'un deuxième cabinet médical sur Montignac. Alors vous allez me dire, un cabinet médical c'est des murs, ça ne soigne pas. Ça c'est vrai. Mais si un porteur de projet privé, puisque ce n'est pas la commune et vos impôts qui financent, si un porteur de projet privé décide de faire un cabinet médical, c'est sans doute qu'il pense pouvoir le remplir avec des praticiens. Et avec la mesure que je viens de vous citer, je pense que ça sera le cas très rapidement et j'en suis ravi. Cela m'amène d'ailleurs à vous parler donc de cette zone commerciale dérive avec divers projets d'aménagement. Le plus simple étant de regarder sur le schéma qui est projeté. Donc vous avez un permis de construire qui est donné sur la partie jaune à Monsieur Bricolage. Vous avez le cabinet médical qui est juste sur la partie verte en dessous. Et la partie bleue, nous avons un porteur de projet, je n'en parlerai pas pour le moment, le projet n'est pas assez avancé. Il y avait eu un projet de cabinet médical à cet endroit-là. Le terrain étant enclavé à l'époque, il m'avait été demandé, et les réseaux sociaux ont révélé ces petites choses, et j'y ai d'ailleurs répondu. Je m'étais engagé auprès des personnes qui m'avaient demandé à faire un accès. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre, bon, c'est un choix de leur part. En tout cas, on a un nouveau projet qui est là, qui ne sera pas un cabinet médical puisqu'il est sur la zone verte. Et la commune est forcément très intéressée par cette ouverture, mais en plus va devoir, elle aussi, le faciliter. Vous avez en orange le petit chemin que nous allons devoir créer, et c'est un engagement fort de la commune. Nous nous y sommes engagés et nous allons le réaliser pour que ce cabinet médical voit le jour. Je vous fais applaudir les personnes qui, dans l'équipe municipale, agissent. Nous allons maintenant vous parler de projets structurants que je vous ai annoncés il y a déjà un petit bout de temps. D'abord la nouvelle gendarmerie. Alors là on a un hôtel, le terrain derrière la gendarmerie. On voit un peu une vue de cet équipement, toujours à l'étude. Et bien évidemment la conjoncture nationale rend leur réalisation plus complexe, mais nous restons mobilisés sur ces sujets. Et la gendarmerie, Karine, voilà, vous allez pouvoir voir en direct à quoi va ressembler votre nouvelle gendarmerie. Le rond-point que vous apercevez, c'est le rond-point de l'avenue Jean Jaurès que nous avons créé. Donc vous aurez en
en partant sur la route de bord. En premier, un local technique, le local de service, la brigade, et enfin 6 logements en enfilade sur la bordure du terrain, juste derrière ce projet de gendarmerie, donc le projet hôtelier. Je rappelle que notre caserne, même si elle est très belle de l'extérieur, est vraiment très dégradée à l'intérieur et que les militaires sont en attente depuis très longtemps de ce projet-là. Il va pouvoir donc voir le jour maintenant rapidement. Nous attendons donc les dépôts de permis de construire qui ne sont pas encore réalisés. Nous allons passer aux anniversaires. Alors, le premier anniversaire qui me vient en tête, c'est les 6 ans du changement de nom de Montignac, en Montignac-Lascaux. Encore une fois, merci à Bernard qui avait en 2019 instruit ce dossier-là. Et nous avions obtenu gain de cause. C'est un avantage significatif, je pense, aujourd'hui pour l'ensemble de notre territoire. Nous avons 2 autres anniversaires. L'Amicale laïque qui fête cette année ses 100 ans, avec un programme spécialement conçu pour l'occasion. J'en profite pour redire la chance que nous avons de disposer d'une association capable de rassembler autant d'adhérents et autant de bénévoles. Une association qui, par son activité, a créé de nombreux emplois et qui reste au service de tous. Je souhaite avant tout que les événements prévus rencontrent un très grand succès. Une mention particulière pour son président qui est absent ce soir et qui s'est excusé, Bernard Criner, qui a décidé de passer le relais juste après cet anniversaire, au mois d'octobre. Lorsqu'on est exposé par ses fonctions, on est toujours sujet aux critiques. C'est bien connu. Il est toujours plus difficile de bien faire que de critiquer. Pourtant, sous son impulsion, l'Amicale nous permet aujourd'hui de disposer d'un outil unique, répondant à toutes les générations, dans les domaines du sport, de la culture et du loisir. Un ensemble que très peu de villes de cette taille possèdent en France. Merci à Bernard, merci au conseil d'administration, merci aux salariés et aux bénévoles, et un très bel anniversaire en avance. L'ASCO 4 fête également ses 10 ans. Un programme d'animation sera bien sûr rapidement dévoilé. Cela nous donne l'occasion de répondre à ceux qui appellent de leur vœu un pourcentage sur les entrées qui reviendrait directement à la commune. Pour votre information, l'ASCO 4 contribue déjà de manière directe à hauteur de 10% de notre budget. 10% de notre budget. Voyez-vous, ce n'est pas un simple petit 10 centimes d'euros par entrée, c'est beaucoup plus que ça. Je pense qu'il était important que vous le sachiez, c'est un sujet récurrent qui revient dans les débats, et je pense que voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'ASCO 4 est un bel outil touristique, un bel outil économique pour notre région, et c'est aussi un outil qui nous permet de réaliser plein de choses à Montignac en investissement. Je vous rappellerai que la participation de l'ASCO 4 nous permettrait de nous payer une piscine tous les 2 ans. Voilà quelques chiffres qui vous donnent un peu la réalité des choses. 3 autres événements à noter dans vos agendas. Samedi 14 et dimanche 15 février, pour la première fois, donc c'est très rapide, le parcours France Indoor de tir à l'arc fait étape à Montignac-Lascaux. N'hésitez pas à aller découvrir ce sport où plus de 160 archers seront inscrits pour cette compétition, qui est une compétition nationale. Merci à Olivier qui œuvre pour le sport à Montignac. Le mardi, oui, nous avons un nouveau spectateur, il est très... Voilà, je n'annoncerai rien pour les canets ce soir, mais bon. Le mardi 9 juin, Montignac-Lascaux accueillera les rencontres du bel âge, une journée dédiée aux seniors et aux aidants. Une journée pour découvrir les nombreux services
Animation présente en Périgord noir. Une journée ouverte à tous, à la rencontre des professionnels et des habitants pour des moments d'échange et de partage. Je vous invite donc à y participer le mardi 9 juin, ici même à Montignac-Lascaux. Et enfin, le samedi 11 juillet, le Tour de France est de retour en Dordogne, une étape 100% Périgord. Alors, je sais la question que vous allez vous poser très rapidement, mais où vont-ils passer? Alors, c'est tout simple. Ils arrivent de Tenon, ils traversent le rond-point du Chambon en direction de Montignac. Au niveau du rond-point de la rue de Juillet, ils traversent le pont d'Appé, le pont Neuf. Ils enfilent l'avenue de Lascaux, descendent par la rue du Barry-Haute, bifurquent sur le Crédit Agricole et regagnent Vallaujoux par la mairie. Voilà, ils ne retraversent pas la réserve, ils restent de ce côté, sur cette rive gauche, pour aller jusque sur Vallaujoux et Tonac. Voilà pour le passage du Tour de France. Moment privilégié à Montignac, bien évidemment. Ils s'élanceront, oui, vous pouvez aussi accueillir nos amis sportifs amoureux du vélo. Les coureurs donc s'élanceront de Périgueux pour rejoindre Bergerac lors de cette étape. La caravane passera quelques instants avant, c'est juste, je crois, aux alentours de 14h, on vous précisera tout ceci, tous les horaires. Attention, 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 ce jour-là, il y aura quelques difficultés pour circuler autour de Montignac. Certaines routes seront bouchées, il faudra donc prévoir ça largement à l'avance, mais on vous fera un petit mot pour vous prévenir de tous les petits problèmes que vous pourrez rencontrer. Le temps passe, je vais passer la parole au vice-président du conseil départemental, qui est aussi élu à Montignac. Merci Christian. Alors, cher Laurent, chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs. Alors, quelques mots pour parler du département, effectivement, qui a de nombreuses compétences, comme vous le savez, qui est en difficulté, comme vous le savez aussi, comme tous les autres départements. Il n'y a pas que le département de la Dordogne. La principale raison de ces grandes difficultés, c'est que nous avons des obligations de payer des allocations pour les personnes âgées, l'APA, le RSA, pour les gens qui sont en fin de droit, qui n'ont plus de revenus, pour le handicap aussi, et pour l'aide sociale à l'enfance. Et ces allocations qu'on nous demande de verser ne sont pas remboursées, si j'ose dire, par l'État. Et cette année, nous avons 70 millions d'euros en moins dans les caisses du département, dont le budget est de 700 millions. Donc en fait, il faut que nous montions un budget à l'équilibre. C'est extrêmement compliqué de ce fait-là. C'est une des raisons. Il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc sur le plan social, qui est la compétence la plus importante et obligatoire, qui représente plus de 60% du budget, c'est donc tout ce qui touche RSA, APA, etc. Quelques mots quand même sur ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, pour dire que quand j'ai commencé le mandat en 2015, on avait 500 enfants placés à la charge du département, et qu'à ce jour, on en est à 1400. Ça veut dire qu'en Dordogne, notre département est faiblement peuplé, il y a 1400 enfants dont les familles ne peuvent plus s'occuper, qui sont confiés au président du conseil départemental au travers des familles d'accueil, des maisons d'enfants à caractère social, etc. Et ce qui représente un budget conséquent qui augmente à peu près de 5% tous les ans. C'est très important. Une autre chose aussi qui est importante, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est le département qui se substitue quand les gens sont en EHPAD et qui ne peuvent pas payer leur EHPAD tous les mois parce qu'il n'y a pas suffisamment de revenus dans la famille, dans les retraites. Donc c'est le département qui compense. En gros, sur notre canton, le département investit tous les ans 5,6 millions d'euros au titre de l'aide sociale. C'est quand même quelque chose d'important. Après, l'autre point obligatoire, c'est l'entretien des routes. Alors le département doit entretenir 5000 km de routes. C'est énorme. C'est énorme. Grand département, très peu peuplé, mais avec des routes très importantes. Et quand on parle de routes, il y a bien sûr tout ce qui va avec les ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, c'est les ponts. Les ponts qui ont presque tous été construits en même temps, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre, si vous voulez, se retrouvent tous vieillissants en même temps.
Donc il y a des infrastructures qu'il faut reprendre, je pense au pont de Gros-Lorjac, qu'il a fallu refaire complètement, et à d'autres ponts qu'il faut refaire partiellement. Il y a bien sûr la problématique du pont de Beynac, vous la connaissez tous, ce pont de Beynac. Là je crois qu'il faut saluer l'État qui vous rejoint en faisant appel de la décision de justice, qui est une décision de justice rendue non pas au nom du peuple français, pour le peuple français, mais pour quelques châtelains et quelques opposants. Et Sébastien, tu es là, et je me permets de dire que mon grand regret, c'est que tu ne nous tiennes pas dans cette affaire. Et c'est pas que mon grand regret, mais c'est le grand regret de beaucoup de personnes. Voilà, pour les routes. Après, il y a l'aspect des collèges. Les collèges, c'est une compétence obligatoire. On a 35 collèges à s'occuper, 35 collèges publics. On a décidé de se lancer dans la politique du 100% bio, 100% local, 100% fait maison et de saison. On en a actuellement 22 collèges sur 35 qui sont labellisés 100% bio, dont celui de Montignac et celui du Buc. Donc les deux collèges du secteur sont labellisés, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est un enjeu de santé publique dans l'intérêt des enfants, parce qu'en parallèle de tout ça, on n'utilise aussi que des produits chimiques non nocifs dans les établissements. C'est aussi un enjeu économique important, puisque quand on aura tous nos collèges passés au 100% bio, il y aura 4 millions d'euros qui seront réinvestis dans l'économie agricole locale. Ça veut dire qu'on accompagne, on aide nos agriculteurs. Mais on n'aide pas que les agriculteurs bio, puisqu'en parallèle de tout ça, on crée une filière, c'est en cours de développement, filière dite Périgord, où en fait on va inciter tous les EHPAD publics, tous les hôpitaux publics dont on a dans la main, si vous voulez, on peut leur dire d'acheter local et de manger par exemple de la viande de Périgord et de ne pas consommer la viande qui vient d'Amérique du Sud. Je crois qu'il faut le dire, c'est notre département est vraiment contre le Mercosur, soutient les agriculteurs de façon extrêmement importante, et je crois que c'est chacun de nous, à notre niveau, qu'on peut déjà avoir une action. Il ne faut plus acheter des viandes qui viennent du Brésil, d'Amérique du Sud, des agneaux qui viennent de Nouvelle-Zélande, etc. Ça, on a le pouvoir de le faire. Après, les élus, quand on approvisionne notre cantine scolaire, il faut acheter ce qui vient du local, et puis on y arrive. Au département, on le fait, il n'y a pas de souci, on trouve. Voilà. En tout cas, il y a un paradoxe dans ce pays. La France, qui est le pays où on doit manger la poule au pot tous les dimanches, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 500 ans qu'Henri IV nous le disait, et ben on n'a même pas suffisamment de poulets et d'œufs pour vivre en France, pour manger. C'est quand même pas normal dans ce pays qui est entièrement agricole. On n'est plus dans l'autosuffisance alimentaire. On a une balance commerciale déficitaire en termes d'agriculture. C'est nouveau, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. Avant, on était largement excédentaire. On exportait nos produits agricoles. Maintenant, on les importe. Donc là aussi, on nous fait manger des poulets qui sont dégueulasses, qui viennent du Brésil, d'Amérique du Sud, etc. Par contre, quand on veut construire des poulaillers, il y a eu un exemple récent où des agriculteurs ont voulu construire 3 grands poulaillers, on les a laissés construire, et après, une poignée d'opposants se mettent à travers, et la justice administrative les fait démolir. Alors, est-ce que c'est normal? Je crois qu'il va falloir se poser la question un jour ou l'autre, et peut-être arrêter tout ça. Voilà. C'est un avis, je pense, que ça reflète. Alors, quelques mots sur quelque chose que l'on a mis en place au niveau du département, et tous les départements ne l'ont pas fait, c'est la fibre. La fibre, c'est le plus grand chantier qu'a fait le département de tous les temps, si vous voulez. C'est 500 millions d'euros. Alors, il n'y a pas que le département qui paye, il y a la région, l'État, l'Europe, etc. Mais il y a aussi nos communautés de communes, puisque notre communauté de communes, on lui a demandé cette année 100 000 euros. Mais le résultat est là, ce qui fait qu'au 31 décembre 2025, quasiment 95% des foyers sont raccordables à la fibre. Alors, raccordable, ça ne veut pas dire raccordé. Actuellement, il n'y a que la moitié des foyers qui se sont raccordés. Mais je vous demande d'être vigilant parce qu'il faut savoir que les fils de cuivre qui nous relient au téléphone, dans 3 ans, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, si on n'est pas raccordé au fil de cuivre et si on n'est pas raccordé à la fibre, ça va devenir extrêmement compliqué. Voilà. Cette fibre, c'est une révolution. Alors, pour certains s'en rendent compte, mais beaucoup d'entre nous, on n'y prête pas trop attention. Mais ça nous met sur le même pied d'égalité que les grandes villes, que les grandes banlieues. On peut faire une entreprise en milieu rural, parce qu'on a le débit suffisant pour pouvoir travailler. Et ça, je pense qu'on peut être fier de ce qu'a fait le département, d'avoir été moteur sur ce sujet-là. Voilà, pour la fibre. Après,
Alors, une autre compétence obligatoire, c'est le service, le SDIS. Alors, chaque fois qu'on fait les Sainte-Barbe, on en parle. 60% du budget des casernes du SDIS, c'est le département qui le prend en charge. Là, les communes prennent en charge le reste. Donc, c'est quand même énorme. Après, il y a des compétences facultatives. Je pense en particulier à la culture. Je vais insister sur ça parce que nous, notre décision, c'est de continuer à accompagner la culture, les associations culturelles, pardon, les festivals, mais aussi les clubs sportifs, culture et sport, on le met dans le même chapitre si vous voulez. L'État fait du forcing pour qu'on se recentre sur nos compétences obligatoires. Et si on fait ça, on ne va plus pouvoir aider la culture ni le sport. Donc ça va être catastrophique pour tous les petits clubs sportifs qui touchent 500 €, 1000 €, etc. Ça leur permet de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire s'il n'y avait pas toutes ces subventions. Mais si on supprime l'aide à la culture, ça veut dire qu'on va supprimer aussi le pôle d'interprétation de la préhistoire et aux AISI. Alors il y en a quelques-uns qui travaillent au pôle d'interprétation de la préhistoire, donc ça va être une catastrophe. Ça supprime aussi l'agence culturelle. L'agence culturelle, combien d'associations culturelles ont recours à l'agence culturelle pour se faire aider, pour créer le matériel, etc., etc. Ça va disparaître. Et il y a aussi une chose qui nous tient à cœur, c'est le conservatoire de musique. Plus de la moitié du financement du conservatoire, c'est le département. Si on ne finançait pas, le coût pour les familles serait tellement important qu'il n'y aurait plus de conservatoire. Il faut être clair, il ne faut pas se voiler la face. Donc vous voyez un petit peu où on en est. On se bat avec le président du conseil départemental pour conserver toutes ces compétences facultatives, pour avoir le droit de les exercer. Puis il y en a une compétence facultative, c'est l'aide aux communes. Si on nous dit arrêtez les aides aux communes, eh bien, on arrêtera d'aider la Georges Roest, on arrêtera d'aider la piscine, etc., etc., etc. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des sujets d'inquiétude au niveau des devenirs des départements. En tout cas, nous, au niveau du département de la Dordogne, on est très soudés, très solidaires, on fait tout ce qu'on peut pour avancer, pour être auprès des Rivaudains, parce qu'on sait que c'est très important. Voilà. Je voudrais juste dire un mot sur la Sémitour. Laurent, tu en as parlé tout à l'heure en parlant de l'ASCO 4. Je suis président de la Sémitour. Et la Sémitour va très bien, puisqu'on a retrouvé en fait les chiffres de fréquentation qu'il y avait avant le Covid. Sur tous nos sites, on a fait cette année 700 000 visiteurs, ce qui est énorme, donc 350 000 à l'ASCO 4, et effectivement les retombées, tu l'as dit, sont très importantes pour la commune, mais il y a aussi les commerçants, les restaurateurs, etc. Si on discute avec eux, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, eh bien, il y en a beaucoup qui viennent manger en centre-ville, et c'est quand même important et intéressant. Voilà. Un autre sujet pour finir, que je voudrais évoquer un petit peu, c'est la commission locale de l'eau, du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la Vézère. Alors ça c'est très flou, pas grand monde connaît, mais en fait, je suis président de ce sage, de cette clé du sage. C'était quelque chose qui était un peu en déshérence, et le président du département et le président de la Corrèze m'ont demandé de participer, et donc ils m'ont nommé président. On s'occupe un petit peu de la problématique de l'eau, de la source de la Vézère, là-haut, en Haute-Corrèze, au niveau des tourbières, jusqu'à Limeuil, la Vézère, la Corrèze. Et donc, on s'occupe en particulier de quelque chose, de s'assurer, avec cette commission, que tous les usages de l'eau vont être possibles et respectés. Alors, les usages de l'eau, qu'est-ce que c'est? On a deux grosses agglomérations qui pompent l'eau dans la Vézère, c'est le bassin de Brive et le bassin de Tulle, c'est énorme, c'est des volumes énormes. Après, c'est les irrigants, bien évidemment. C'est la biodiversité, maintenir un certain niveau pour pas que les poissons meurent, etc. Il y a après tous les utilisateurs au titre du tourisme. Les canoës, s'il n'y a plus d'eau dans la Vézère, les canoës, il n'y en aura plus, hein, c'est clair. Voilà. Donc on travaille sur ce sujet-là, en partenariat aussi avec EDF, parce qu'on a une chance inouïe, c'est qu'on a quelques barrages en Haute-Vézère, je pense à Monceau-la-Mirole, etc., qui fonctionnent très très bien. Et on travaille aussi avec des spécialistes en géologie, en hydrologie, etc., et qui font des prospectives à 50 ans. Et on sait, on est sûr, avec tout ce qui se passe au niveau du climat, réchauffement, etc., que dans 50 ans, il va y avoir des assecs. Alors la sec, c'est une catastrophe. L'eau Vézère, qui n'est pas partie de cet axe, mais qui est juste à côté, une année sur deux, elle sera sèche. Alors une rivière qui est sèche, c'est quoi? C'est la mort de la rivière. Parce qu'on ne peut plus rien faire, tout crève, les animaux, les poissons, les trucs et tout ça. La Vézère, on considère que 2 années sur 10, une année sur 5, il y aura là aussi un assec. La Dordogne n'est pas concernée parce qu'il y a des énormes barrages qui lâchent 14 à 15 mètres cubes secondes de l'été pour soutenir l'étiage, qui permettent de compenser la problématique, donc c'est réglé. Nous, nos barrages lâchent, en accord avec EDF, 3 mètres cubes secondes, donc c'est insuffisant.
Ça permet de compenser, mais pas tout à fait, parce qu'il y a aussi des irritants, etc. Tout le monde y trouve son compte. Donc il a été décidé 3 choses importantes avec la clé d'usage. Ça a été décidé, la stratégie d'usage a été votée à l'unanimité la semaine dernière. Et je remercie d'ailleurs le syndicat Bassin-Versant qui siège dans ces commissions. À l'unanimité, on a voté 3 choses. Il va y avoir une retenue d'eau supplémentaire. Alors effectivement, je me souviens quand j'ai présenté ça au vœu de Plazac l'autre jour, j'ai un écologiste qui m'est tombé dessus au raccourci, mais on explique que c'est indispensable. Donc cette retenue va faire 10 millions de mètres cubes à côté du barrage de Mont-Solanirol, dans une zone où il n'y a aucune habitation, c'est une chantier Louis. Donc 10 millions de mètres cubes, ça vous paraît énorme, mais en fait c'est très peu, parce que ces 10 millions de mètres cubes permettront de lâcher toutes les secondes, l'été, 3 mètres cubes, pour maintenir l'étiage, pour la Vézère, l'axe Vézère, mais aussi pour faire une interconnexion avec l'eau Vézère, leur donner de l'eau pour pas qu'ils les assèquent dans l'eau Vézère. Voilà, ça c'est la première chose. On va réhabiliter les tourbières parce que là c'est une catastrophe. Alors nous les tourbières on ne sait pas trop ce que c'est, mais les tourbières c'est des énormes éponges sur des hectares et des hectares. Quand il pleut, et il pleut beaucoup là-bas, il tombe 5 milliards de mètres cubes par an en Haute-Corrèze. Ça remplit ces tourbières et après elles ont le rôle de se vider l'été, elles vont dans les petits ruisseaux et les éponges se vident et permettent de maintenir un certain niveau. Donc on réhabilite ces tourbières parce qu'elles ont été détruites en partie par des plantations intempestives de résineux il y a 60-70 ans, etc. Voilà, donc il y a tout un travail qui est en cours et on préserve aussi bien sûr les zones humides. Voilà en gros les 3 axes de travail de cette commission locale de l'eau, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau Vézère-Corrèze. C'est pour moi un sujet passionnant, mais c'est d'actualité parce qu'on est toujours en train de parler de biodiversité et là on touche le cœur du problème. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, je vais vous souhaiter au nom du président du département et au nom de tous les élus du département, de Florence qui est avec moi, je parle aussi en son nom, tous nos vœux, des vœux de tolérance, des vœux d'empathie bien évidemment, des vœux de santé fondamentale et surtout soyez heureux. Mesdames, Messieurs, revenons à Montignac, nous avons consolidé nos investissements, renforcé nos services publics, poursuivi les aménagements urbains, accompagné les associations, soutenu nos écoles et nos commerces et continué à moderniser nos équipements. Aucune nouvelle annonce ce soir, période préélectorale oblige, mais la continuité de l'action municipale est là, visible, concrète et pleinement au service de tous. Les élus vont peut-être me rejoindre, les élus de Montignac. Ça serait bien que vous veniez avec moi maintenant. Tous les élus, Nathalie Karine, peuvent venir également. Florence. L'année écoulée a été marquée par des avancées réelles, utiles et tangibles. Elles sont le résultat d'un travail collectif, celui des élus, des agents municipaux, des associations, des partenaires institutionnels et bien sûr des habitants. Je veux vous remercier pour votre confiance, votre énergie et votre attachement à notre commune. La dynamique engagée porte ses fruits. Elle montre ce qu'une ville peut accomplir lorsqu'elle avance avec constance, avec exigence et avec le sens du bien commun. Nous ne sommes pas une bande de copains qui pensons qu'à faire la fête. Regardez-les. Nous sommes au travail, avec sérieux, parce que le rôle des élus locaux est sérieux. Il demande de l'engagement, du bon sens et quelquefois des concessions. Nous ne sommes pas... Je n'ai aucun doute sur notre capacité à poursuivre ce chemin, à maintenir cet élan et à continuer à bâtir un territoire dynamique, solidaire, nous l'avons vu ce soir, à travers les actions menées par vous tous et tournées vers l'avenir. Montignac-Lascaux avance avec sérieux, avec ambition, avec humanité. Rien de tout cela ne serait possible sans vous, habitants,
agents, élus, bénévoles, partenaires. Votre engagement quotidien donne sa force à notre commune. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit pour chacun une année de santé, de réussite et de sérénité. Qu'elle soit une année de solidarité et de confiance. C'est par la volonté de chacun que vit Montignac-Lascaux et se construit son avenir. Très belle année à tous et à toutes. Quelques éléments pratiques. Vous avez vu qu'il pleut beaucoup en ce moment, donc j'invite tout le monde à faire très attention sur les bordures de la Vézère qui risquent de jouer quelques tours si les précipitations continuent. Je vous rappelle que c'est toujours un problème majeur en Montignac. On peut avoir des débordements et la dernière fois qu'il y a eu un débordement, il a été très rapide et nous avons dû avoir recours à une fourrière pour enlever une quinzaine de voitures qui étaient mal stationnées, les sauver. Bien évidemment, pour un coup, les gens étaient très contents de s'être fait emporter la voiture par la fourrière. C'est très rare, je vous l'accorde, mais là, c'était vraiment très important. Pour les nouveaux habitants, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux habitants à Montignac. Mélodie sera à l'accueil là-bas tout à l'heure à l'entrée de la salle des fêtes pour vous donner des petits livrets éventuellement et vous inscrire également sur la newsletter de la mairie et vous donner toutes les consignes utiles. Et puis maintenant, c'est l'heure la plus périgourdine du moment, c'est le casse-croûte. Je vous remercie à toutes et à tous.